Bon, on continue. Tout d'abord, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des observations au sujet des premières choses dont on a parlé? Alors, on a parlé de, tout d'abord, qui est-ce que vous écoutez? Et j'ai suggéré que parmi les milliers de livres que vous pouvez lire, sur des sujets similaires à celui-ci, en réalité, vous ne pouvez pas lire ces livres ou écouter ces personnes parce que ces personnes ne connaissent pas l'information. Et la preuve qu'ils ne la connaissent pas, c'est que vous n'avez qu'à regarder leur propre vie. Ils n'ont pas réalisé ce qu'ils enseignent. Il s'agit de faire de l'argent. Les personnes qui écrivent des livres sur comment faire de l'argent n'ont aucun argent. Ils n'ont fait aucun argent. Et le seul argent qu'ils aient fait, c'est en vendant des livres sur comment être riche. Donc ils n'ont jamais rien fait dans la vraie vie. C'est que de la théorie. Les super riches qui écrivent des livres, entre guillemets, n'écrivent pas les livres, ne savent même pas ce qu'il y a dans les livres. Et même s'ils savaient, ils ne partageraient pas avec vous la vraie information parce qu'ils ont une croyance de base que ces informations ne devraient pas être partagées avec le grand public. Et ils ne veulent pas le faire parce qu'ils ne veulent pas de concurrence. Donc, qui est-ce que vous écoutez? Je suggérerais que l'information que vous allez voir ce week-end a beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de moi, comme si j'étais un gourou. Ça vient de la masse d'informations collectives des sociétés secrètes. Et nous avons ici comme membres des 33e degrés de la franc-maçonnerie, des membres de Skull and Bones, qui se sont mis en avant. C'est la première fois dans l'histoire que des membres de sociétés secrètes se mettent en avant. Évidemment, ils ne se font pas connaître du public. C'est la première fois que ces personnes se mettent en avant pour communiquer ces informations, pour partager ces informations, et pour me soutenir moi-même à donner ces informations de la Brotherhood et d'autres sociétés secrètes comme les Illuminati, etc. Et nous avons des membres dans ce groupe qui prennent ces informations et qui les partagent avec vous. Donc ces informations, je pense, sont les plus pures informations que vous puissiez obtenir sur ce sujet et sur comment faire de l'argent demain. Comment vous pouvez en être sûr? Vous n'avez qu'à regarder la preuve. Évidemment, ceux qui sont ici peuvent voir les preuves, mais cette information à l'évidence fonctionne, elle a fonctionné mieux et plus vite. C'est celle sur laquelle on a le plus de recul à travers l'histoire. Et ce qu'il y a de plus important, c'est que les preuves sont réelles, vous pouvez les voir, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas de la fantaisie. Donc, qui est-ce que vous écoutez? On a parlé de l'indice d'enseignabilité, à quel point êtes-vous enseignable? Quelle est votre volonté d'apprendre? Sur une échelle de 1 à 10? Et quelle est votre volonté d'accepter le changement? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose sur ces deux points de base? Question. Oui, la question était au sujet des autres livres qui sont écrits. Et la question était spécifiquement sur quelques-uns des grands livres qui existent, qui racontent des histoires et dont les auteurs peut-être ne sont pas super riches. Ils ne prétendent pas l'être, mais ils prétendent être un enseignant. Et est-ce que ces livres sont bons? Parce que ces personnes peut-être n'ont pas le désir de devenir milliardaires. Et donc, s'ils n'ont pas ce désir, il n'y a rien de mal à cela, mais peut-on écouter ce qu'ils disent parce que ces informations ont l'air vraiment, vraiment bonnes? C'est une très bonne question. Et voici la réponse. Quand vous lisez des livres, et je vais vous citer un livre, La prophétie célestine. Et quand vous lisez des livres comme celui-ci, ces livres racontent des histoires qui ne sont jamais arrivées. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ces livres vous racontent un mythe. Ce sont des livres qui sont une fable. C'est une histoire au sujet d'une personne qui n'existe pas, dans un lieu qui n'existe pas, où des choses qui n'existent pas se passent. Ces livres ne sont pas des biographies, ce ne sont pas des autobiographies, ce sont des histoires inventées. Et il n'y a rien de secret dans le fait que ce sont des histoires inventées. Les auteurs ont une certaine théorie, compliquée et délirante, sur comment marche le succès, comment l'univers physique fonctionne, comment la Terre fonctionne, comment l'univers marche, comment l'énergie fonctionne, comment marche le succès, comment marche le bonheur, comment marche la manifestation des rêves et des désirs. Ils ont leur théorie sur comment toutes ces choses fonctionnent. Et c'est une théorie. Et afin de prouver leur théorie, ils ne l'ont pas appliquée eux-mêmes. Alors ce qu'ils disent, c'est « Moi je ne veux pas, je ne veux pas, je n'ai pas de désir, ne me regardez pas moi. »
j'ai réalisé tous les désirs de ma vie. Et peut-être c'est vrai, peut-être qu'ils ont réalisé tous les désirs de leur vie. Très bien. Ils ont tous cependant de très petits désirs. Ils ont tous de très petits rêves. Ce qui, je pense, est un petit peu intéressant. Parfois, on parle de justification. Je ne veux pas d'une grosse maison, j'aime ma petite maison. Je ne veux pas d'une nouvelle voiture, j'aime ma voiture qui a 15 ans. Parfois, nous justifions que nous ne voulons pas quelque chose, alors qu'en fait, c'est parce que nous croyons que nous ne pouvons pas l'obtenir. Donc, ces personnes ont leurs idées sur comment ces choses fonctionnent, et afin de l'enseigner, ils doivent inventer une histoire au sujet d'une personne et sur comment cette personne vit sa vie inventée et comment les choses arrivent dans leur vie inventée, qui prouve que la théorie de ces personnes est vraie. Et nous lisons ces livres et parfois ils sont bien écrits. Et nous aimons le livre et c'est un grand livre. On prend plaisir à le lire. Le problème, c'est que ça n'est jamais arrivé. L'histoire que vous lisez est inventée. Encore une fois, ce n'est pas un secret que c'est une histoire inventée. Ils ne sont pas en train d'essayer de vous convaincre que c'est une histoire vraie. C'est une fable, c'est un mythe. C'est une histoire inventée. Ils disent « Ah, mais j'utilise ça comme un exemple. » Mais ça ne peut pas être un exemple parce que ça n'est jamais arrivé. Si leurs théories de comment les choses arrivent sont vraies, pourquoi est-ce qu'ils ont dû inventer une histoire? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas montrer une personne véritable et partager avec vous l'histoire d'une personne véritable et donner un véritable exemple vivant de que cela arrive? La réponse est, c'est parce qu'il n'y a pas une personne réelle qui ait jamais réalisé ses désirs de la façon dont ces livres le présentent. Les informations dans le livre sont fausses. La recette est fausse. La recette pour le succès ne marche pas. Parce que si elle marchait, ils auraient un véritable exemple vivant. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est pour ça que je vous ai fait venir ici, pour que vous puissiez rencontrer des vraies personnes. Et nous ne parlons pas de théorie. Nous allons partager avec vous de vraies expériences dans le vrai monde. Et tout ce qu'on vous enseigne ce week-end, les exemples que vous allez recevoir viennent de vraies personnes. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une fantaisie. C'est ça la grosse différence. Vous avez une très bonne question. D'autres questions? Oui. Indice d'enseignabilité. Ok. D'accord. Pour ceux d'entre vous sur le CD qui ne peuvent pas entendre la question était sur l'indice d'enseignabilité. La question était, comment savez-vous que vous avez un haut indice d'enseignabilité? Comment pouvez-vous savoir que vous avez une haute volonté d'apprendre? Et comment pouvez-vous savoir que vous avez une haute volonté d'accepter le changement? Peut-être vous croyez que vous avez une haute volonté d'apprendre, mais en fait vous n'en avez pas. Il y a deux réponses à cela. La première réponse est, qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner? Quelle est votre activité préférée? Ça, c'est le test le plus simple. Si une de vos activités préférées est de jouer au golf, est-ce que vous êtes prêt à ranger les clubs de golf pour un an? Est-ce que vous êtes prêt, si votre activité préférée est de regarder la télévision, est-ce que vous êtes prêt à ne pas regarder la télévision pendant une semaine? Ou si vous regardez tant d'heures par soirée, est-ce que vous êtes prêt à réduire à 1 heure par soirée? Ou à une demi-heure par soirée? Quelle est votre émission de télé préférée? Soyons très spécifiques ici. Quelle est votre émission de télévision préférée qu'il faut absolument que vous regardiez tout le temps? Est-ce que vous êtes prêt à ne pas la regarder pendant un an? Ça va vous dire quelle est votre volonté d'apprendre. Quelle est votre chose préférée? Est-ce que vous êtes prêt à laisser tomber? Ça va vraiment vous dire quelle est votre volonté d'apprendre. Maintenant, la question est, et si je veux une haute volonté d'apprendre, mais il semble que simplement je n'arrive pas à me motiver pour abandonner les choses que j'aime le plus? Est-ce que je peux toujours avoir une haute volonté d'apprendre? Et la réponse est oui. Premièrement, vous devez déterminer où est votre indice d'enseignabilité maintenant.
Si ce n'est pas 10 et 10, 10 en volonté d'apprendre, 10 en volonté d'accepter le changement. Ça ne veut pas dire que vous rentrez à la maison, ça ne veut pas dire que vous arrêtez de céder et vous fermez tout et vous dire bon, je n'ai pas une haute volonté d'apprendre. Ça veut simplement dire que vous devez reconnaître que je n'ai pas une haute volonté d'apprendre. Disons par exemple que vous voulez apprendre à jouer au golf et vous n'avez jamais joué au golf au préalable. Eh bien, ça veut dire que vous commencez à un niveau très mauvais. Ça veut dire que vous n'avez jamais joué au golf au préalable. Donc vous voulez jouer au golf, vous voulez y prendre plaisir, mais vous n'avez jamais joué au golf. Alors, si vous allez sur un cours de golf, vous allez probablement sortir la balle tout le temps et vous serez complètement mauvais. Votre but est d'avoir passé un très bon moment à jouer au golf. Il n'y a pas de problème parce que vous savez que je commence ici. Donc ce que je veux dire, c'est que votre but, c'est important que vous compreniez ça, votre but est toujours la première chose qui est juste devant vous. Certains d'entre vous pensent que votre but, c'est de manifester vos désirs. Certains d'entre vous pensent que votre but, c'est d'apprendre ces informations. Certains d'entre vous pensent que votre but, c'est de faire $1 million. Non, ce n'est pas vrai. Le but de chacun, le premier objectif de chacun est différent. C'est la première chose juste devant vous. Ce qui veut dire que si vous êtes un 10 et un 10, votre but n'est pas d'arriver à un indice d'enseignabilité de 100%. Parce que vous y êtes déjà. Donc votre but va être l'étape suivante. À partir de là. Mais si vous êtes assis là et que vous reconnaissez que votre indice d'enseignabilité est 5 et 5, seulement 25%, votre but à ce moment-là, c'est d'arriver à un indice d'enseignabilité de 100%. C'est ça votre objectif. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un point clé. Votre objectif, votre but est toujours ce qui est devant vous. Ce qui est la prochaine étape. Donc la première étape, si on découpe tout ça en étapes, est que vous devez décider qui vous allez écouter. Est-ce que vous allez écouter les gourous qui écrivent des livres parce qu'ils n'ont pas été capables de trouver une seule personne sur la planète Terre qui est appliquée ce qu'ils considèrent comme le secret du succès? Parce que si leurs secrets du succès sont si vrais, qu'on trouve une personne qui l'a fait. Je veux dire, j'ai lu ce livre de ce type, son secret pour le succès, son secret pour faire de l'argent, vous devez respirer, vous devez méditer, et vous avez à le laisser venir à vous, laissez l'argent venir à vous. Asseyez-vous et laissez-le venir à vous. Et il donne tous ces exemples des gens qui, à travers l'histoire, qu'il a inventés, sont toutes des fables. Bon, vous savez quoi? Si c'est vrai, alors cherchons il y a plein de milliardaires dans le monde actuellement. Trouvons un des milliardaires qui s'est assis dans sa chambre et qui s'est mis à faire et à méditer toute la journée. Et ces milliards lui sont tombés du ciel. Il n'y en a pas un seul. Ils ont tous bossé comme des fous. Ils ont travaillé dur. Ils étaient obsédés pour faire de l'argent. Ils ont travaillé dur. Ils ont mis beaucoup de focalisation et beaucoup d'efforts. Ils ne sont pas restés assis à méditer toute la journée en disant « L'univers va me donner ce que je veux ». Ils n'ont pas écouté ces farfelus. Au fait, nous n'allons pas prendre des gants ici, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. On va vous dire ce qu'il en est réellement. Même si on marche sur quelques doigts de pied. C'est pourquoi nous nous excusons. Mais la première chose est qui vous écoutez. Vous devez écouter des gens qui l'ont fait. Dans la vraie vie, de vrais exemples. Des personnes comme vous, parce que ça prouve que ça marche. Et prouver que ça marche. Ce n'est pas de la théorie. Ça, c'est la première étape. Si vous n'êtes pas encore à ce point-là, si vous n'en êtes pas encore au point où vous vous dites ces informations sur ces CD, dans cet atelier, ces informations ne viennent pas d'une source avec laquelle je suis à l'aise, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc vous devez d'abord arriver à l'étape numéro 1. Si vous y êtes, alors votre prochaine étape doit être je dois être aussi enseignable que je peux. Je dois reconnaître quel est mon indice d'enseignabilité. Et vous devez faire monter votre indice d'enseignabilité. Votre but
et de faire monter votre indice d'enseignabilité. Et à ce moment-là, la question est comment est-ce que je crois que l'information vient de la bonne source sur ces CD ou dans cet atelier? Comment j'arrive à ce niveau? Et comment je fais monter mon indice d'enseignabilité? Comment est-ce que je fais ça? Eh bien, voici la réponse. La raison pour laquelle nous avons mis ça sur CD est que, si vous vous rappelez la façon dont je vous ai indiqué que ça nous était enseigné dans les sociétés, c'était par étapes et à différents niveaux. Essentiellement, comme j'ai indiqué, un petit peu d'ateliers de conférences, à travers la lecture, à travers avoir un mentor, c'est-à-dire être un apprenti, et par communication de personne à personne. La clé, c'est que lorsque nous apprenons cela de la part d'une personne, la personne peut voir à quel point nous en sommes. Et elle ne va pas nous faire aller plus loin que le point où nous sommes. Donc si nous sommes bloqués à l'indice d'enseignabilité, pour certaines personnes, le mentor ou le professeur va travailler avec l'apprenti uniquement sur l'indice d'enseignabilité, et parfois pendant des semaines, des mois, même des années. Avant d'arriver à un niveau, ils peuvent leur enseigner quelque chose. Et ils vont lui enseigner quelque chose en sachant que je vais lui enseigner quelque chose qu'ils peuvent apprendre sur la base de leur indice d'enseignabilité. Parce que si leur indice d'enseignabilité est si bas, je ne peux pas lui enseigner des connaissances de haut niveau, parce qu'ils ne vont pas l'apprendre. Donc je vais lui apprendre une connaissance très simple, de manière à ce qu'il puisse l'apprendre au niveau actuel de son indice d'enseignabilité. Est-ce que vous comprenez ça? Et voilà ce qui se passe. Comment est-ce que vous faites monter l'indice d'enseignabilité? D'une manière générale, les personnes doivent prendre cette décision elles-mêmes et choisir par elles-mêmes et prendre leurs propres décisions et prendre leurs propres responsabilités. La manière de les aider est en leur enseignant un petit quelque chose qu'ils peuvent apprendre sur la base de leur indice actuel d'enseignabilité. Et quand ils l'apprennent, et quand ils voient que ça marche, que c'est bon, qu'ils l'ont aimé, leur indice d'enseignabilité va alors monter. Leur croyance en cela va monter. La croyance qu'ils peuvent y arriver va monter. Et par conséquent, leur volonté d'apprendre va monter. Et leur volonté d'accepter le changement va monter. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est en mettant cette personne en présence de gens qui ont ce qu'elles veulent. Parce qu'en voyant de leurs propres yeux des gens qui ont ce que vous voulez, votre désir va monter pour réaliser cela, pour aussi obtenir cela. Et quand votre désir augmente, votre volonté d'apprendre va augmenter. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous êtes ici dans la salle, et les gens écoutent ces CD. Quelle est votre méthode? Parce que certains d'entre vous se disent, comment je peux le faire monter sur la base du plan où j'en suis, avec les outils que j'ai à ma disposition? Et la réponse est, et c'est pour ça que nous avons mis cela sur CD, écoutez ces CD-ROM. Écoutez ces CD jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quand vous les écoutez,
pour la toute première fois. Certains d'entre vous auront une basse volonté d'apprendre, une basse volonté d'accepter le changement. La première fois que vous les écoutez. Mais après que vous les ayez écoutés, recommencez et écoutez-les à nouveau. La deuxième fois où vous allez les écouter, votre volonté d'apprendre sera plus élevée. Votre volonté d'accepter le changement sera plus élevée. Et ensuite, réécoutez-les encore une fois. Et après, réécoutez-les encore une fois. Et à la fin des CD, je vais vous donner des informations supplémentaires que je vais vous encourager à obtenir, des CD ainsi que des livres. Mais il est possible que dans le futur, nous offrions plus d'événements en direct. C'est un travail continu d'augmenter votre volonté d'apprendre. C'est un processus qui continue toujours. Chacune de ces étapes, l'idéal serait qu'elle soit au plus haut niveau avant que vous passiez à l'étape suivante. Mais vous n'avez pas ce luxe. Et vous n'avez pas tout ce temps. Et donc, j'espère que ça répond à votre question. Si vous êtes à un bas niveau actuellement, en termes de volonté d'apprendre ou volonté d'accepter le changement, simplement reconnaissez-le. Et sachez simplement que je ne suis pas aussi enseignable que ça. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas enseignable. Vous allez apprendre une partie de l'information. Et en même temps que vous apprenez une partie de cela, votre indice d'enseignabilité devrait augmenter. Avec une exception, vous avez une très haute volonté d'apprendre maintenant, une très haute volonté d'accepter le changement, vous êtes à 100, et vous absorbez tout ça si vite que votre éponge va devenir pleine. Peut-être dans quelques heures, ça peut changer complètement. C'est pourquoi écoutez ces CD encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. C'est vraiment votre mission. C'est ça que vous devez faire. Alors, combien est-ce que je dois écouter chaque jour? Eh bien, j'ai préparé ces conférences avec une pause à peu près toutes les heures. Et c'est une très bonne façon. Vous pouvez écouter un CD et puis prendre une pause. Mais je vais vous donner un autre petit truc. Si vous écoutez à ces CD par intervalle de 20 minutes, ce qui veut dire que vous écoutez pour environ 20 minutes, vous fermez le CD, vous allez prendre un verre d'eau, vous allez marcher, vous allez déjeuner, ensuite vous écoutez une autre période de 20 minutes, ensuite vous prenez une autre pause pour 5 ou 10 ou 15 minutes ou 1 heure ou 2. Ensuite, vous écoutez pour une autre période de 20 minutes. Ça, c'est vraiment la manière idéale d'absorber toutes ces informations. Mais les écouter pendant 3 heures d'affilée, chaque jour, boum. Pour certains d'entre vous, vous allez vous asseoir, vous allez dire, je vais commencer à 9 heures du matin, je vais écouter toute la journée jusqu'à 5 heures, et puis écouter toute la journée le jour suivant. C'est très bien aussi. Mais simplement écoutez-les encore et encore et encore et encore et encore, parce qu'il y a tellement d'informations condensées dans ces conférences et dans ces CD, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Il faut que vous les écoutiez encore et encore et encore pour avoir les informations. Et pour ceux qui sont à la maison, je suggérerais aussi que vous achetiez quelques musiques baroques, classiques, et vous pouvez la jouer doucement en arrière-fond. La musique classique baroque va en fait faire baisser votre rythme cardiaque au repos, réduire votre pression sanguine et synchroniser les hémisphères droit et gauche de votre cerveau. Ça va vous mettre en fait dans ce qu'on appelle l'état alpha, qui est l'état idéal pour apprendre de nouvelles informations, parce que ce sera synchronisé dans les 2 hémisphères du cerveau. Donc si vous écoutez ces CD en mettant une musique baroque classique derrière, c'est une façon idéale de faire cela également. La raison pour laquelle je n'ai pas mis de la musique baroque classique sur les CD ou ici dans la salle de conférence, c'est parce que c'est une question de préférence individuelle.
en fonction de la musique et du volume. Certaines personnes ne peuvent simplement pas se concentrer pour un tas de raisons dont on parlera plus tard. S'il y a une musique quelconque qui est jouée derrière pour un tas de différentes raisons. Donc, la musique classique baroque, essayez-la. Et si ça vous plaît, mettez-la en musique de fond, à un certain niveau, et ça va vous aider énormément. Pour certaines personnes, ça peut être très irritant. Si ça vous irrite, c'est une autre question dont nous parlerons plus tard en termes de comment focaliser, qu'est-ce qui vous empêche de vous focaliser, pourquoi vous avez votre esprit sur deux choses à la fois. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc j'espère que ça a répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires ou observations? Ok, super. Donc nous avons parlé de deux choses fondamentales, les deux premières étapes. Qui est-ce que vous écoutez? Et vous devez écouter les personnes qui ont les résultats qui prouvent que ce qu'ils disent est vrai. Deuxièmement, quel est votre indice d'enseignabilité? Je martèle l'indice d'enseignabilité. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas enseignable, tout rentre par une oreille et sort par l'autre. Vous devez focaliser sur l'indice d'enseignabilité chaque jour. Vous ne pouvez pas dire « Ah, je suis enseignable » et vous attendre à ce que ça dure pour toujours. Parce que dans la même journée, vous pouvez être enseignable le matin et pas enseignable l'après-midi. Vous devez à chaque moment prendre en considération votre propre indice d'enseignabilité. Troisième étape. La troisième étape est ce qu'on appelle la balance de l'équilibre du travail. J'ai appris cela chez l'un de mes mentors dans une société, chez lui, à Memphis, dans le Tennessee, un des types les plus riches du Tennessee. Et j'y ai passé une journée, tous les deux, avec mon mentor, et c'était il y a 25 ans maintenant. Et ça, c'est l'un des concepts sur lesquels nous avons passé 8 heures à travailler. Et là, je veux juste faire une digression pour une seconde. Vous, je vous ai pour aujourd'hui et pour demain. Et ceux qui écoutez les CD, vous allez avoir environ plus de 10 heures d'informations. Et je résume tellement d'informations en si peu de temps. Et comme j'ai dit, je suis en train de vous donner un petit schéma très réduit, comme une petite vue aérienne. Je ne fais qu'aborder les questions. Dans la vraie vie, chacun de ces sujets, prenez juste l'indice d'enseignabilité. Je pourrais passer 3 jours à travailler sur l'indice d'enseignabilité. Juste 3 jours. Quand j'ai appris le concept suivant, j'y suis allé et j'ai passé une journée entière. Nous avons commencé au petit déjeuner, nous avons travaillé pendant le déjeuner, nous avons travaillé pendant le dîner, et nous avons travaillé jusqu'à environ 2 heures du matin. Et j'ai eu le sentiment de n'être même pas arrivé à avoir toute l'information sur le sujet, et c'était vrai. Ce sujet est appelé la balance de l'équilibre du travail. Bon, au fur et à mesure des années, j'ai eu plus d'informations sur ce sujet en particulier. Et je vais vous donner à vous environ 30 minutes d'informations sur ce sujet. Si je devais me focaliser sur ce sujet, nous pourrions passer 3, 4, 5 jours ensemble sur ce simple sujet. Et certains d'entre vous peuvent se dire, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça a de la valeur de passer 3 jours sur l'indice d'enseignabilité, ou 4 jours, ou 5 jours sur l'indice d'enseignabilité, ou 30, 40 ou 50 heures sur entre guillemets, cette balance de l'équilibre du travail? Et la réponse est oui, ça a de la valeur. Mais seulement quand vous êtes prêt. Vous ne pouvez pas faire ça juste au début. Vous voyez, vous pouvez manger un éléphant une bouchée à la fois. Si on devait vous enseigner les mathématiques, pensez à toutes les informations qui peuvent être enseignées sur le sujet des mathématiques. Eh bien, si vous n'avez jamais appris quoi que ce soit concernant les mathématiques, et si c'est votre première leçon sur les mathématiques, je vais devoir vous enseigner ce que sont les nombres, de 1 à 9 et le 0. Vous ne savez même pas comment dessiner un 3. Vous ne savez même pas ce qu'un 3 représente. Vous ne savez pas ce qu'un 5 représente. Donc je dois vous enseigner les nombres d'abord. Et vous expliquer que cette ligne tordue qu'on appelle un 3 signifie 3 bits d'information. Et je dois vous l'enseigner en laissant tomber 3 trombones. Disons, voilà ce qu'est 3.
Et ensuite, je laisse tomber 5 trombones. Et je vous dis, ça, c'est 5. Et je commence à vous montrer ce que ces nombres représentent. En vous donnant quelque chose dans l'univers physique que vous pouvez voir, sentir et toucher. On doit d'abord commencer là. Ensuite, je dois vous enseigner l'addition. Ensuite, la soustraction. Puis la multiplication. Et puis la division. Et souvenez-vous, quand on a appris toutes ces choses, combien d'années on a mis à apprendre tout ça? Juste ça. Vous vous souvenez des longues divisions? Ouh là là, on devait retenir des nombres. Ensuite, on doit vous enseigner les fractions. Waouh, certains d'entre vous se souviennent, waouh, les fractions. Comment est-ce qu'on multiplie des fractions? Et les décimales. Ensuite, la géométrie. Et l'algèbre. Et le calcul. La trigonométrie. Vous comprenez ça? C'est la même chose ici. Quand vous regardez un concept comme l'indice d'enseignabilité, pensez-y comme si c'était des mathématiques. Vous pensez peut-être que vous connaissez tout déjà sur l'indice d'enseignabilité. Vous vous souvenez ce que j'ai dit au début? Vous ne connaissez pas ce que vous ne connaissez pas. Je ris parce que je me retiens. Il y a tellement d'informations et de connaissances au sujet de l'indice d'enseignabilité. J'ai juste gratté l'écorce de la surface. Je vous ai juste donné un tout petit peu, juste ce dont vous avez besoin juste maintenant. Que vos yeux ne roulent pas jusqu'à l'arrière de votre tête. Donc, chacun de ces sujets, plus tard, je vais faire l'enseignement complet sur chacun de ces sujets. Maintenant, ce séminaire, aujourd'hui et demain, est ce qu'on appelle le séminaire de base. C'est l'information de base. Et ça vous donne juste l'écorce de la surface de chacun des sujets. Vous pouvez ensuite prendre ces informations de base, chacun des sujets, les découper pour vous donner 30 heures d'informations sur chacun de ces sujets. Mais ensuite, il y a les informations avancées qui vont au-delà de ça. Certains d'entre vous se demandent, mais est-ce que j'ai besoin de tout ça? La réponse est non. Tout ce dont vous avez besoin est dans ces CD et dans cette conférence. Pourquoi? Parce que vous avez une vie ici. Gardez ça à l'esprit, vous n'avez qu'une vie ici. Si vous étiez né dans l'une de ces familles de l'élite, quand vous arrivez à 20 ou 30 ans, vous n'êtes pas à zéro. Certains d'entre vous, ici, ont 30, 40, 50 ans. Eh bien, vous savez quoi? Si vous étiez né dans une famille de l'élite, vous auriez eu tout ce temps pour apprendre ces informations. Vous ne pouvez pas apprendre tout. Vous pouvez prendre cette information et créer tellement dans votre vie, ça vous ferait littéralement décoller. Et très souvent, les personnes prennent plaisir et savourent ce qu'ils créent avec cette nouvelle connaissance, ce nouveau pouvoir. Et ils ne veulent pas faire quoi que ce soit de plus. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin. Certains d'entre vous peuvent choisir d'aller plus loin. Et donc cette information sera disponible. Mais ce n'est pas une exigence. Mon Dieu, l'information à laquelle vous allez avoir accès aujourd'hui et demain va vous permettre de créer plus que vous ayez jamais rêvé qu'il soit possible. Et seulement à ce moment-là, vous serez capable de rêver plus loin et de devenir plus grand. Alors parlons de la balance de l'équilibre du travail. Encore une fois, j'ai appris ça la première fois quand j'étais à Memphis, il y a 25 ans. Mais ce fut une expérience d'apprentissage très profonde pour moi. La balance d'équilibre du travail est une balance. Et sur un côté de la balance, il y a ce qu'on appelle la pensée. Vous pourriez aussi l'appeler, je vais vous donner un paquet d'autres mots, pour ce côté de la balance. Les pensées, désirs, les rêves, les buts, l'attitude, les processus mentaux, les objectifs. Un côté de la balance, ce côté de la balance, ça concerne vos pensées, votre mental, ce qui se passe à l'intérieur de votre mental. Comment vous pensez. Vous pouvez aussi écrire le mot vibration.
intention, énergie. Ce côté de la balance d'équilibre du travail traite des pensées, ce qui se passe dans le mental, uniquement la manière dont vous pensez. C'est également ce côté de la balance de l'équilibre du travail, ce que vous ressentez, vos émotions. Donc ce côté de la balance de l'équilibre du travail, si vous deviez le décomposer, concerne vos pensées et vos émotions. Comment vous pensez et ce que vous ressentez. Le deuxième côté de la balance de l'équilibre du travail représente les actions, les mouvements physiques, ce que vous faites, les techniques, les stratégies, les étapes, les plans, les activités. Ce côté de la balance de l'équilibre du travail consiste dans les actions physiques que vous faites. Ce sont les actions qui sortent de vous. Donc la différence, c'est je pense à téléphoner à mon frère. Ça, c'est du côté pensée sur la balance de l'équilibre du travail. Prendre le téléphone physiquement et faire le numéro est sur la partie action. La partie pensée est je pense à un plan de bataille, un plan d'attaque. Je pense à lancer un projet. Ça, c'est ma pensée. Mettre cela physiquement en mouvement. Acheter une armoire de rangement, trouver un bureau, créer une société, écrire un business plan. La réalisation effective est de l'autre côté de la balance de l'équilibre du travail. La pensée, un autre mot que vous pouvez utiliser, c'est le pourquoi. La partie action de la balance de l'équilibre du travail est le comment. Principalement, la grosse différence entre ces deux côtés, c'est que l'un est juste vos pensées et l'autre côté consiste en vos actions effectives qui sont mises en place. Ça, ce sont les grosses différences qu'il y a entre les deux côtés de cette balance de l'équilibre du travail. Maintenant, la raison pour laquelle on appelle ça la balance de l'équilibre du travail, c'est parce que quand vous apprenez des informations, la théorie, c'est qu'il doit y avoir un équilibre entre ces deux côtés. Il doit y avoir un équilibre entre les rêves, les buts, l'attitude. Un autre mot qui est bon, c'est la motivation. Du côté de la pensée, motivation. Il doit y avoir un équilibre entre motiver quelqu'un, si vous voulez lui apprendre quelque chose, vous devez le motiver, le passionner, le faire parler de ses rêves, de ses buts, et de ce qu'ils vont ressentir quand ils vont réussir et qu'ils vont réaliser cela. Il doit y avoir un équilibre entre faire cela et en même temps leur apprendre des techniques. Plus précisément, comment est-ce qu'ils passent un appel téléphonique? Comment est-ce qu'ils montent une société? Comment ils font ceci? Comment ils font cela? Il doit y avoir un équilibre entre enseigner les véritables techniques que vous appliquez dans la vie réelle, le comment, et
motiver, travailler sur les buts et les rêves d'une personne. Qu'est-ce qu'ils vont ressentir quand ils vont réaliser ce succès? Et il doit y avoir un équilibre. La théorie est que, et j'utilise le mot théorie volontairement, la théorie est que si vous travaillez uniquement sur la motivation, par exemple si vous allez à des séminaires d'entraînement sur les ventes, vous allez à beaucoup de ces séminaires de gourous sur comment avoir du succès, des week-ends où vous marchez sur le feu et toutes ces choses-là. Ils travaillent sur la motivation, motivation, motivation. Et les personnes sortent de là et ce sont des idiots motivés. Ils sont très motivés, mais ils n'ont qu'un concept, aucune idée de ce qu'ils doivent faire. Et l'autre côté de la médaille, c'est que vous allez à ces séminaires qui sont ennuyeux, qui vous enseignent des techniques, des techniques, des techniques, des techniques, des techniques, des compétences, des compétences, des compétences, des compétences, le comment, la procédure, la méthode. L'autre côté de la balance de l'équilibre du travail, cette personne sort de là, elle ne fait rien, parce qu'elle n'est pas motivée. Donc la théorie est que quand vous enseignez quelqu'un, vous devez avoir un équilibre entre travailler sur leur motivation, leur attitude, leurs rêves et leurs buts, les pensées, et leur enseigner des techniques, des compétences, des méthodes, des procédures, le comment. Vous devez travailler sur le pourquoi et le comment quand vous faites travailler quelqu'un. Eh bien, aucun d'entre vous ne fait travailler quelqu'un actuellement, n'enseigne à quelqu'un. On vous fait travailler. Et donc, la raison pour laquelle je parle de cela, c'est que vous devez comprendre les deux côtés de la balance de l'équilibre du travail. Donc, au fur et à mesure que vous apprenez de nouvelles informations, vous devez apprendre les deux. Le pourquoi, vous devez travailler sur vos buts, vos rêves, vos désirs, ce que vous voulez, vos pensées, votre attitude, votre motivation. Et vous devez aussi travailler sur le comment, les compétences, les techniques, les méthodes, les actions. Vous devez apprendre exactement comment faire les actions. Vous devez apprendre les deux. Mais la théorie est que l'équilibre devrait être que vous appreniez la même quantité des deux côtés. Et ceci, mes amis, est le grand mythe qui va faire que vous restez fauchés. C'est un mythe qui a été mis volontairement en vous par la classe de l'élite. Et il y a en fait deux parties dans la classe de l'élite. Et vous savez, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai quitté la Brotherhood. Vous avez la classe de l'élite qui apporte des avantages à la société. Et puis il y a ce qu'on appelle la classe élite parasite, qui vit de la société. La classe de l'élite qui est parasite, malheureusement, est la majorité. Et ils vivent de votre travail. Et c'est l'une des raisons pour laquelle ils veulent que vous restiez au niveau où vous êtes. Mais ils veulent que vous croyiez que vous avez des opportunités, qu'il y a la libre entreprise, que vous avez la liberté. Alors je vais vous dire quelque chose. Quand vous avez un emploi et que vous y travaillez pendant 50 ans, et que vous rapportez votre chèque à la fin du mois, et que vous avez du mal à joindre les deux bouts, vous remboursez l'emprunt immobilier, les paiements pour la voiture, les primes d'assurance, vous remboursez l'emprunt étudiant,
qui permet à vos enfants d'aller à la faculté. Vous n'êtes pas libre, vous êtes un esclave. Vous êtes juste comme un esclave qui ramasse du coton. Vous êtes un esclave. Vous pensez que vous êtes libre. Vous pensez que vous faites partie d'un système de libre entreprise. Mais vous n'êtes pas, vous êtes un esclave. Vous êtes un esclave. Et dans cette conférence, je n'ai pas le temps d'aller dans tous les détails. Mais la manière dont les taux d'intérêt sont calculés, et les honoraires sur les prêts et les cartes de crédit sont mis en place, et la manière dont les impôts sont mis en place, c'est un système intégré d'esclavage. Et c'est pourquoi 97% des gens en Amérique, et c'est pire dans d'autres pays, en Amérique, ils naissent et ils meurent. Et quand ils meurent, ils ont moins de 1000 dollars à la banque. Ils ont été un esclave toute leur vie. Finalement, ils ont travaillé toute leur vie à rendre d'autres personnes riches et à permettre à d'autres personnes de vivre leurs rêves. Et les statistiques varient, mais on dit que 99% des gens en Amérique, et encore une fois, dans d'autres pays c'est pire, meurent avec la plupart de leurs désirs non réalisés. Que c'est triste. Donc ceci est un mythe, que vous devez avoir un équilibre. Ce qui est la vérité, et je vais l'expliquer plus tard, mais je vais vous donner les données maintenant pour que vous puissiez y réfléchir. La vérité, c'est que la partie pensée de la balance de l'équilibre du travail, le fait de penser, représente 99,9% du travail. Si ce n'est pas 100%. Penser et vos pensées sont ultimement plus importants que le comment, ou les techniques, ou les compétences. Quand vous créez des choses dans votre vie, quand vous faites que vos rêves deviennent réalité, et quand vous faites se manifester vos souhaits juste devant vos yeux, quand vous faites des millions, comme vous allez apprendre demain, ou n'importe quel montant que vous voulez, ça peut être des dizaines de milliers, ça peut être des centaines de milliers, ça peut être plus, mais peu importe combien c'est. Quand vous faites que vos désirs se réalisent, la partie la plus importante, c'est vos pensées. J'étais assis dans la maison d'un ami à Charlotte, en Caroline, il y a quelques années, un type incroyablement riche. Et je me souviens, j'étais en train de l'écouter, et il a fait l'affirmation la plus stupide que j'ai jamais entendue de tous les temps. Et je me souviens que je pensais, mais c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue au moment où je l'ai entendue. Il a dit, quand votre attitude est juste, les faits ne comptent pas. Mais alors j'ai dit, mais c'est complètement stupide, les faits comptent. Les faits comptent. Votre manière de penser et votre attitude ne va pas changer les faits. Et donc, à nouveau, je l'ai mis au défi, mais à cette époque, j'avais beaucoup de chance, parce que l'indice d'enseignabilité est toujours juste à l'avant de mes pensées. Tous les jours, à quel point je suis enseignable? À quel point suis-je enseignable? À quel point suis-je enseignable? Quelle est ma volonté d'apprendre? Quelle est ma volonté d'accepter le changement? À quel point suis-je enseignable? Et quand il a fait cette affirmation, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était que c'est une affirmation complètement stupide. Et la deuxième chose qui m'est venue à l'esprit, c'est à quel point suis-je enseignable? Et je me suis dit, haute volonté d'apprendre, haute volonté d'accepter le changement. Si je crois que cela, c'est une affirmation stupide, je vais changer cela.
si j'obtiens suffisamment d'informations. Parce que je ne le comprends pas. Alors plus tard, on était assis dans sa maison et je l'ai mis au défi et je lui ai dit « Explique-moi ça ». Je lui ai dit « Je comprends pas, ça n'a aucun sens pour moi ». Et avec un gros sourire sur son visage, il a simplement dit ceci. Il a dit « Quand votre attitude est juste, les faits ne comptent pas. D'abord et en premier lieu parce que ce que vous pensez qui sont des faits ne sont pas des faits. Ce sont juste les opinions des gens. » Et là je me suis dit « Quoi ?» Et il a dit, ce que vous pensez que ce sont des faits, ne sont pas des faits. Ce sont essentiellement les opinions des gens. Il dit, quand votre attitude est juste, les faits ne comptent pas, parce que ce que vous pensez être des faits sont essentiellement des opinions. Je vais vous donner quelques exemples. Il a dit, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une surabondance de navires dans le monde, parce que la guerre était terminée. Il y avait plus de bateaux absolument partout. Et aucun d'entre eux n'était utilisé quand la guerre s'est terminée. Toute la construction massive de navires qui avait eu lieu à cause des besoins pendant la guerre avait créé le plus grand excès de surabondance de navires dans l'histoire. Vous ne pouviez même pas donner un bateau, parce que ça vous coûterait de l'argent juste de sortir le bateau, et vous ne pouviez pas obtenir d'argent pour le métal brut. C'était simplement un désastre. Il y avait des bateaux qui bloquaient les ports partout et vous ne pouviez pas les donner. Et si vous aviez des bateaux, vous étiez coincé avec, c'était un désastre. Pour vous en débarrasser, il fallait que vous payiez de l'argent. Il y avait juste une surabondance de navires. Et tout le monde savait que c'était un fait. Et tout le monde savait que toute personne dans l'industrie de la navigation était fondamentalement coincé, il perdait de l'argent à tire-larigot. Ça, c'était les faits. Mais il y avait un type qui s'appelait Aristote Onassis, qui s'est trouvé être membre de la Brotherhood, qui a compris que ce que la plupart des gens pensent être des faits ne sont rien d'autre que des opinions. Et dans un café, sur une nappe en papier, il a juste fait quelques petits calculs mathématiques. Et il s'est dit, la raison pour laquelle il y a une surabondance de bateaux, c'est parce qu'à cause de la guerre, la navigation s'est arrêtée. Plus personne n'envoyait rien par la mer parce qu'il y avait des torpilles. Il y avait la guerre, il y avait la guerre mondiale. Et il a dit, si la navigation revient au niveau où elle était avant la guerre, il n'y a pas assez de bateaux. Même si ça revenait au niveau où c'était avant la guerre, il n'y a pas assez de navires pour la demande. Et Onassis en est arrivé à une simple conclusion. À cause de la guerre, le monde était devenu international. Les Américains mangeaient maintenant de la pizza, ce dont on n'avait jamais entendu parler avant la guerre. Et maintenant, les GI américains revenaient de la guerre en parlant d'Italie, en disant « Hey, nous avons eu des pizzas ». Donc les Américains voulaient des produits italiens, les Allemands voulaient des produits américains, les Japonais avaient besoin de produits à cause de la guerre. Le monde était devenu complètement internationalisé à cause de tous les voyages pendant la guerre des GI. Et tout le monde voulait les produits des autres tout autour du monde. Alors Onassis a dit, si la navigation revient au niveau où elle était avant la guerre, eh bien il n'y a pas assez de navires maintenant. Mais en plus, à cause de la guerre, la navigation va augmenter plus vite que jamais. Et alors Onassis est parti et il a pris tous les navires qu'il pouvait. Et en 3 ans, c'était l'homme le plus riche du monde, basé sur le fret maritime. Parce qu'il avait fait la différence entre les faits et les opinions. La clé ici, c'est le comment n'est pas aussi important que le processus de pensée. Ce nouveau concept que vous devez comprendre, le concept de base numéro 3, c'est que vous devez comprendre les pensées et ce que vos pensées sont, et vous devez comprendre le comment et ce que vous faites physiquement. Les techniques
mais vous devez focaliser toute votre attention sur les pensées. Travaillez sur le processus de pensée. Travaillez sur le processus de la pensée. Ne vous souciez pas du comment. On va parler de ça davantage plus tard. Mais la clé qu'il faut que vous compreniez est que votre pensée, les pensées, vos rêves, ce que vous ressentez, représentent 99% de l'importance pour obtenir le succès. La plupart des gens échouent parce qu'ils se font toujours du souci au sujet du comment. Ils se soucient de comment je vais obtenir l'argent pour créer ce business. Comment est-ce que ça peut arriver? Je ne comprends pas comment ça pourrait arriver. Je n'ai pas les compétences. Je n'ai pas les connaissances. Je n'ai pas les techniques. Je n'ai pas le savoir-faire. Rien de tout cela n'a d'importance. Quand votre façon de penser est correcte, quand vos pensées sont justes, le comment n'a aucune importance. Je vais expliquer davantage comment cela fonctionne plus tard, mais vous avez juste à comprendre maintenant, à ce stade, les bases de la balance de l'équilibre du travail, que vous avez un processus de pensée et que vous avez un processus du comment. Vous avez les deux, mais le plus important est la pensée. La pensée. La pensée. Tout repose sur la pensée. Maintenant, le concept suivant dont j'aimerais parler, le concept numéro 4, est les 4 étapes à travers lesquelles vous passez lorsque vous traitez de l'information. Il y a 4 stades de base à travers lesquels le mental passe quand il traite de nouvelles informations. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. Ça, c'est quand vous ne savez pas que vous ne savez pas. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'incompétence consciente. Ça, c'est quand vous savez que vous ne savez pas. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la compétence consciente. Et ça, c'est quand vous savez que vous savez. Et le dernier stade s'appelle la compétence inconsciente. Et ça, c'est quand vous savez et que ça arrive automatiquement. C'est ce qu'on appelle le pilote automatique. Il faut que vous compreniez ces 4 domaines du cerveau, du mental, du processus de pensée et le processus d'apprentissage. Parce que votre objectif est d'arriver à la compétence inconsciente, au niveau où ces informations que vous apprenez font partie de vous et qu'elles se manifestent automatiquement. Elles sortent naturellement, c'est une connaissance, comme votre propre nom. Quel est votre nom? Boum, vous savez quel est votre nom. Vous n'avez pas à y penser. Vous êtes inconsciemment compétent. Vous savez que vous savez. C'est en pilote automatique. Si je dis, est-ce que vous pouvez nouer vos lacets? Oui, vous vous penchez et vous nouez vos lacets. Eh bien, pensez à la toute première fois où vous avez eu besoin de nouer des lacets. Vous ne saviez même pas que vous ne saviez pas. Vous étiez inconsciemment incompétent. Ensuite, je vous ai montré comment on noue un lacet. Vous ne saviez pas le faire. Maintenant, vous êtes consciemment incompétent. Vous saviez que vous ne saviez pas. Ensuite, on vous a enseigné comment le faire. Et à chaque fois que vous nouiez un lacet, ça vous prenait quelques secondes. Il fallait que vous y pensiez. Comment est-ce que je fais? Le gauche sur le droit? Et vous pensiez à tout le processus. Vous étiez consciemment compétent. Et après un certain temps,
Vous ne pensez plus à comment nouer un lacet. Vous avez juste noué le lacet. Vous êtes inconsciemment compétent. Quand vous revenez en voiture du travail, certaines personnes rentrent du travail en voiture, vous arrivez à la maison et vous pensez « je ne me souviens même pas comment je suis arrivé ici ». Mon mental était complètement ailleurs, parce que vous êtes inconsciemment compétent quand il s'agit de rentrer à la maison en voiture. Vous savez exactement comment rentrer en voiture à la maison. Vous n'y pensez plus du tout. Ça fait plus partie de l'état de conscience. C'est inconscient, vous le savez, ça fait partie de votre banque de connaissances. Et ces informations que vous apprenez, et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez écouter encore et encore et encore et encore ces CD, c'est de mettre ces informations à un niveau de compétence inconsciente. Donc par exemple, si je devais vous demander quel est le premier concept dont on a parlé, alors vous devez vérifier et lire vos notes, eh bien vous devriez savoir, le premier concept est qui est-ce que vous écoutez. Et vous devriez être capable de comprendre qui vous écoutez et pourquoi. Pourquoi écouter certaines personnes et pas d'autres. Mais si je dis quel était le second concept dont on a parlé, encore une fois, certains d'entre vous ne savent pas. Alors je vous aiderai, je vous dirai, ça s'appelait l'indice d'enseignabilité. Qu'est-ce que l'indice d'enseignabilité? Vous devriez instantanément savoir, sans même avoir à y penser, qu'il y a deux variables, la volonté d'apprendre et la volonté d'accepter le changement. Si vous avez besoin de penser à cela, vous n'êtes pas encore au stade de la compétence inconsciente. Aucun problème. Mais le point sur lequel je veux insister, c'est que toutes ces informations, quand elles deviennent une connaissance inconsciente, qu'elles font partie de votre banque de connaissances, quand vous devenez inconsciemment compétent dans tous ces domaines, c'est à ce moment-là que la magie va commencer. Parce que c'est à ce moment-là que, sans même rien faire, toutes ces choses vont commencer à marcher. Et quand je dis marcher, de quoi est-ce qu'on parle précisément? Eh bien, on parle de manifester vos désirs à une vitesse record. Et faire qu'ils arrivent comme si c'était par magie. Faire qu'ils arrivent facilement et sans effort. C'est ça dont nous sommes en train de parler. C'est ça dont on est en train de parler. Nous allons prendre une pause juste ici. Pour ceux qui sont sur le CD, c'est la fin du CD. Et faites une pause et on se retrouve dans le prochain CD. Et rendez-vous dans quelques minutes.